Sans doute allez-vous comprendre une des raisons pour lesquelles je me sens incompris et mal à l'aise en ce siècle. Parmi les tares et les défauts dont tout être humain se voit naturellement gratifié, il se trouve qu'une mauvaise fée a jeté sur mon berceau une lacune qui fait de moi un inapte à la vie contemporaine. Cette lacune, nous pouvons l'appeler la technophobie. Je ne sais pas si le mot existe, mais qu'importe, il décrit bien ma crainte de la technique. Je me suis aperçu très jeune de cette phobie. Phobie qui ne tombe pas sous le coup de la loi, mais qui est plus handicapante que la xénophobie ou l'homophobie. La première fois que je me suis rendu compte de mon défaut, ce fut lorsque je dus faire une photocopie recto-verso. Le Minitel, ça allait encore, mais l'utilisation du magnétoscope, c'était déjà compliqué. Puis vint la généralisation de l'informatique et le début du cauchemar. On peut parler alors de cyberphobie. On parle aussi de électronisme. Aujourd'hui, pour mon plus grand malheur, on ne peut plus vivre sans Internet et les fameuses applications sur téléphone mobile dit intelligent, que nous devrions appeler un ordiphone, contraction d'ordinateur et de téléphone. Le problème est que plus le téléphone est intelligent, plus je me sens bête. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de ma tentative d'inscription à un pèlerinage à Lourdes que je voulais faire un été pour la fête de l'Assomption. J'avais été prévenu que c'était très simple et qu'en un clic, j'allais pouvoir m'inscrire. Alors je m'installe donc devant un ordinateur et vais sur le site du pèlerinage dans la rubrique « Inscription ». On me demande un login. Ce mot barbare est inconnu de mon lexique. Je finis par comprendre qu'il faut inscrire son nom. Dans ce cas, pourquoi ne pas mettre en toutes lettres nom et prénom? Jusqu'ici, tout va bien. Après, on me demande mon numéro de portable. Ah bon? Peut-être qu'une opératrice va m'appeler? Puis, au cas où des espions auraient voulu s'inscrire à ma place, on me demande de créer un mot de passe et de le répéter. Étant donné qu'il ne s'agissait pas de mon compte à la Banque de France, j'opte pour un code simple formé de mes initiales, CHE. La machine me répond « Votre mot de passe doit comporter un minimum de 8 signes. » Alors j'obtempère et marque CH des lois, ce qui fait 9 signes avec l'apostrophe. Voilà que l'ordinateur me dit « Votre mot de passe est incorrect. » Comment ça incorrect? Mon nom n'est pas une grossièreté. Il est porté avec dignité depuis au moins 16 générations. Votre mot de passe doit comporter au minimum 2 chiffres et 2 majuscules. Oh, je commence à me crisper. Je décide d'écrire C en majuscule et le E de Deslois en majuscule, ce qui devrait toujours être le cas d'ailleurs, et d'accoler à mon nom les chiffres 0 et 5 car je suis né le 5 octobre. C'est d'ailleurs bientôt mon anniversaire. C'est d'ailleurs... pensez-y. Cela donne CHD apostrophe E 2 L O Y 05. L'engin me dit sèchement qu'il ne faut pas d'apostrophe. Soit, j'accepte de me faire sauter la particule parce que c'est pour un pèlerinage, mais il ne faudrait pas pousser le bouchon trop loin. J'écris donc Deslois tout accroché. Là, miracle, la machine révolutionnaire accepte mon mot de passe sous sa forme roturière, mais elle me demande de le réécrire. Elle n'est pas si maligne que ça, hein. Évidemment, comme elle crypte immédiatement ce code, j'hésite et je ne me souviens plus si j'ai mis un espace entre le CH et Deslois. Alors, c'est s'il y a un point entre C et H et de mes initiales. Donc, par déduction et parce qu'il me reste un peu de mémoire vive, celle-ci n'ayant pas encore été totalement transférée à la machine, je finis par inventer un mot de passe accepté par le site qui m'est de moins en moins sympathique. Ce genre d'opération, qui prend 30 secondes sur un formulaire en papier, m'a déjà pris 10 minutes et a réussi à m'exaspérer. Tout devait être simple, hein, en un clic. Je pensais en avoir fini avec les mesures de sécurité. Eh bien non. Après m'avoir demandé une adresse courriel, un message me dit « Il va vous être envoyé un code par SMS qu'il faut recopier dans le cadre ci-dessous. » Je comprends alors pourquoi on m'a demandé mon numéro de téléphone. Par chance, mon téléphone portable est à côté de moi, mais éteint. Je l'allume donc. En effet, un texto arrive, il est écrit « Votre code d'instruction est le 97 AJB 128 ». J'écris ce code, qui ne supporte pas la moindre erreur. Bien entendu, dans mon énervement, j'écris le B en minuscule alors qu'il fallait l'écrire en majuscule. Pensant avoir terminé mon inscription, je clique dans la case «
passer à l'étape suivante, j'ai l'impression de faire un chemin de croix. Un message apparaît en rouge me disant « Vous devez remplir toutes les cases avec une étoile avant validation ». Tout devait être simple en un clic. En effet, j'ai omis de remplir la case « Date d'arrivée ». Bon, ben voilà enfin inscrit. Et non, c'eût été trop simple. Voici que l'ordinateur me demande maintenant si je ne suis pas un robot. Oui, vous avez bien entendu, une machine me demande de prouver que je ne suis pas une autre machine. Y aurait-il du racisme entre robots ? Les machines seraient-elles méfiantes entre elles ? Pour ce faire, sur l'écran s'affichent 9 petites images et l'on m'ordonne de trouver les 3 photos où il ne figure pas de voiture. Je pensais avoir passé l'âge de jouer à des jeux pour enfants. Sur une des photos, il y a un bout de pare-choc. Alors, est-ce que c'est considéré comme une voiture ? Comme quoi, ces systèmes nous font régresser. Alors, il faut passer à la quête maintenant, ou à la caisse, comme l'on voudra. Je suis prêt à verser mon double. Pour régler en carte bleue, je dois inscrire les 16 chiffres de ma carte, puis le fameux cryptogramme au verso. En langage simple, les 3 chiffres figurant au dos de la carte. Ouf, j'ai bien mérité un café. Mais aussitôt, je suis rappelé à l'ordre, votre session vient bientôt s'éteindre. Aïe, et en plus, il faut se dépêcher. Alors, je croyais en avoir fini avec mon calvaire, mais au moment où je clique pour valider le paiement, voici qu'un message me donne l'ordre de mettre à jour mon navigateur. Oh, pétard. Alors là, j'ai pété un câble, ou pour parler plus correctement, j'ai pris le large, puisqu'il me parlait de navigateur. D'ailleurs, on ne peut même plus péter un câble depuis le Wi-Fi. Cela faisait 3 bons quarts d'heure que j'essayais de m'inscrire par ce fichu site et il me nargue en me demandant d'aller faire des ronds dans l'eau. Pour éviter de faire monter ma tension artérielle, j'ai décidé d'abandonner l'inscription en ligne et je suis allé à Lourdes, comme tout kidam devrait y aller, librement, sans aucune inscription d'aucune sorte. Après tout, Sainte Bernadette n'a pas eu besoin d'ouvrir un compte en ligne pour voir la Sainte Vierge. Elle n'a pas eu besoin d'un petit clic pour avoir un grand choc céleste. En révélant ma technophobie, je sais que beaucoup me prennent pour un arriéré réfractaire à une adaptation à l'époque contemporaine. Qu'importe, car je considère que cette hégémonie du numérique et des applications téléphoniques sont l'occasion de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Quand on lit en détail le rapport du gouvernement sur le prétendu choc de simplification administrative, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de supprimer ou d'alléger le formalisme, mais de le faire passer du papier à l'écran d'ordinateur. Ce que vous pouviez faire à la campagne, sur un coin de table avec un crayon, nécessite maintenant un ordinateur dans un secteur où le réseau Internet fonctionne avec une bonne connexion, ce qui en France n'est pas donné à tout le monde. Sans nier les apports bénéfiques d'Internet, tels que pouvoir envoyer un texte à l'autre bout de la Terre en quelques secondes, j'affirme que le tout numérique est nuisible à l'intelligence. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Le rapport PISA sur les compétences numériques publié au début de cet été révèle que les pays qui ont consenti d'importants investissements dans les technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'éducation n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Autre constat encore plus inquiétant de ce rapport, les nouvelles technologies ne sont pas d'un grand secours pour combler les écarts de compétences entre les élèves et plusieurs pays qui ont largement misé sur le numérique, notamment l'Espagne et la Pologne, sont même revenus et ont vu le niveau de leurs élèves baisser entre 2009 et aujourd'hui. Ce qui me console et me conforte dans mon opinion, c'est que les directeurs des cadres supérieurs des sociétés de pointe à la Silicon Valley, comme Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard et j'en passe et des meilleurs, envoient leurs enfants dans des écoles sans ordinateur. Située en Californie, pour beaucoup d'entre elles, pourtant en avance en matière de nouvelles technologies, la pédagogie de ces établissements se fait avec du papier, des stylos, le bon vieux tableau noir et des encyclopédies. Pour vous dire le fond de ma pensée, être soumis à une machine aussi capricieuse pour tous les actes quotidiens me désole. De même que ce n'est pas l'instrument de musique qui fait le talent du musicien, ce n'est pas l'ordinateur qui rend intelligent. Il ne suffit pas de dire « téléphone intelligent » pour que son détenteur le devienne par la magie du clic. Non, la vie n'est pas une simple affaire de clics. Et le prochain qui me propose une nouvelle application repartira avec ses clics et ses claques. Bienvenue au bal des facetieux où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine de Tournemire, journaliste et toujours alcoolique. Alors oui, c'est lié, c'est un pléonasme. D'accord. et Benoît Duchâtelet,
associé d'une jeune pousse dans la santé. Merci Charles-Henri. Voilà. Alors, messieurs, est-ce que la machine devient de plus en plus intelligente ou est-ce que l'homme ne va pas devenir de plus en plus bête ? Le témoignage que vous avez eu la gentillesse de nous faire illustre assez bien, non pas une direction vers la bêtise, mais Merci. on voyait le résistant, et je pense qu'on peut se reconnaître dans ce témoignage, parce que ce parcours du combattant, je dirais volontiers quel que soit l'âge, on dit que cette génération d'enfants qui est née avec Internet Je connais des gens plus âgés que moi qui sont beaucoup plus doués. Et ce qui me rassure, c'est qu'il y a des jeunes un peu paumés. Il y a des Notamment jeunes parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Je comprends ce qu'on me demande, mais je ne sais pas le faire. Et il peut y avoir tous les scénarios, et on voit par là les personnes qui prennent le train en marche et ceux qui restent sur le quai. Et ça crée une difficulté. Vous savez que c'est très dangereux de prendre un train en marche. Hein. Oui, certes. On peut perdre son bras. Il faut attendre qu'il s'arrête, le train. Parce qu'il est très dangereux de sauter dans le métro en marche, c'est écrit en toutes lettres, et de descendre avant que les portes ne soient ouvertes. Attention, je sais pas comment petit on fait, lapin. Oui, pour les lapins seulement. Ouais. Je sais pas comment on fait d'ailleurs pour descendre du métro tant que les portes sont pas ouvertes. Mais enfin, bon, Et attention quand la station est en courbe. Donc là, vous l'aurez bien compris, on parle un peu du monde d'avant, puisque toutes ces phrases et ces références avaient leur sens en son temps, mais les visuels existent encore, mais aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir descendre d'un métro. Oui, c'est vrai, parce que vous dites que c'est plus valable, mais c'est quand même valable d'éviter de descendre un train en marche. Il faut vraiment être un peu... Mais l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut prendre ce train en marche, sachant qu'un train peut en cacher un autre? On va arrêter, je pense, peut-être, avec les références de transport. Mais le principe de prendre le train en marche par l'intelligence artificielle... ça permet aussi de se rappeler systématiquement, lorsqu'il y a eu une innovation, on a fait face aux mêmes éléments de la société, c'est-à-dire d'abord l'inquiétude, le rejet. Est-ce que c'est nécessaire? Une partie de la population qui dit « ça ne marchera pas, ce n'est pas utile ». Et ça permet de catégoriser un peu la population. Et puis après, on se rend compte que ça fait partie du quotidien. Et c'est ça toute la difficulté, c'est où est le bien, où est le mal, parce que ce n'est pas parce que ça fait partie du quotidien que c'est une bonne chose. Ce que vous avez dit pour les téléphones et les intelligiphones et tout ce qu'on veut, c'est un drame finalement, là c'est plutôt le père de famille qui parle, depuis qu'Internet est sur les mobiles, comme vous le disiez, il y a une baisse du QI mondial, c'est assez net. Et malheureusement, de nombreuses études sont présentes dans ce sens. Tout allait à l'inverse jusqu'à l'arrivée d'Internet sur les mobiles, le QI augmentait, et là, il a stagné et il chute. Donc, normalement, l'innovation et les avancées technologiques sont là pour nous faire grandir. Exactement. Et là, on régresse. Au bénéfice de l'être humain. Et là, on régresse. Donc, c'est intéressant là, ce que vous venez de dire. Je ne connaissais pas. Vous me dites là qu'il y a une étude qui prouve effectivement que c'est à cause de... Dès qu'on fait un comparatif, vous avez cité vous-même l'exemple tout à l'heure. Mais pour l'école. Exactement, oui, mais c'est bien l'analyse des étudiants qui sont faits, des élèves et des étudiants, lorsqu'on compare à 10, 20 et 30 ans. On voyait une augmentation constante, permise par l'enseignement, par la culture générale, par l'accès à l'information. Mais ce trop-plein d'informations qui est arrivé avec Internet sur les mobiles est venu générer une surprésence et un élan de facilité qui fait que le cerveau ne fonctionne plus comme avant, n'a plus de temps pour se poser, pour réfléchir, pour divaguer. Et analyser, tout simplement. Oui, mais on parle souvent de cette nécessité d'avoir du temps, même pour ne rien faire. Oui, tout à fait. L'ennui est créatif. Oui. Moi, j'ai commencé à créer parce que je m'ennuyais. Oui, mais il n'y a plus d'ennui. puisque il n'y a plus d'ennui. Les gens sont sur Candy Crush. Mais, alors... Bon, là, on parle des grands défauts d'une utilisation dévoyée. Parce que, non, mais je veux dire, passer son temps à faire joujou, c'est bien 5 minutes. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font que ça dans les transports. Moi, je pensais qu'ils regardaient au moins, je sais pas, un texte, des journaux en ligne. Moi, pas du tout, ils jouent à Candy Crush. Oui, un moment d'analyse dans un métro est assez terrassant. Ah, bon. Autrefois, on voyait des gens qui lisaient le journal, au moins. Bon, au moins, c'est qu'ils savaient lire. Aujourd'hui, on se demande s'ils savent lire. Mais revenons au fait d'avoir peur ou pas de l'intelligence artificielle, parce que moi, évidemment, je sais très bien que le progrès technique est ce qu'il est, c'est inéluctable, et heureusement.
Oui, Ma grand-mère dirait la peur n'évite pas le danger, mais voilà. renoncer à se pencher là-dessus, c'est comme de renoncer à la machine à vapeur. Donc, on est bien d'accord. Et puis c'est assez excitant quand même. Il y a des, c'est spectaculaire si vous demandez Je préfère, oui. à votre ChatGPT d'écrire 10 pages après le Père Goriot. Il va vous faire en 15 secondes quelque chose que vous ne pourriez pas faire en 3 semaines. Vous doutez de mes capacités d'écrire, cher Antoine? Mais là, vraiment, je prendrais très mal. Non, mais c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Bon. Mais peut-être le délai est très court. Mais la seule chose, j'ai essayé. Je me suis amusé. Il faut bien le prompter. Sans doute. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il faut donner des consignes très précises. C'est-à-dire que vous devez dire à l'IA ce qu'elle est, pour lui gonfler l'ego et le cadrer. Vous voyez, déjà, vous en parlez comme d'une personne. Ah oui. Et moi, c'est ça qui m'effraie. Je ne dis pas merci. Quand elle a travaillé, il paraît qu'il ne faut pas dire merci, parce que ça consomme des milliards de mégawatts chaque jour. Les gens disent merci à l'IA. Moi, c'est poli. Oui, mais c'est la consommation d'électricité, mais démesurée. Et si on dit ta gueule, c'est pareil. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je comprends pas. Pourquoi merci bouffe plus de gigas non, mais il faudrait ne pas répondre une fois qu'on a le résultat. Dire merci, évidemment. La courtoisie est très très consommatrice d'énergie, parce que c'est pas la courtoisie, c'est Internet qui est consommatrice d'énergie. Oui, mais là encore plus, on rajoute de la matière. Bah oui, mais ça, le temps en fait. Je préfère un merci. C'est du temps en plus pour rien. Et du data center. C'est comme les crétins qui me disent t'es encore au papier, tu pollues, tu gages des arbres. C'est idiot, parce que d'abord c'est grâce au papier que souvent on continue de faire pousser des arbres. Donc il y aurait moins d'arbres sans papier, que la forêt française se porte très bien, même mieux qu'au début du XXe siècle, que le papier est toujours recyclable. Et en revanche, il y a quelque chose qui pollue énormément, c'est bien le numérique, puisque c'est énergivore et que ça contient des matières rares qu'on est obligé d'aller chercher dans le fin fond de l'Afrique ou en Chine, avec des petits-enfants qui sont mal payés et qui ont 6 ans et qui font un travail épouvantable. Oui, mais il se faufile partout, c'est le bon âge pour aller dans les boyaux. Il faut voir ça à l'esprit aussi, il faut être équilibré. Il faut être équilibré quand même. Un exploiteur épouvantable. N'est-ce pas le bal des facétieux? Alors, oui, revenons à cette peur de l'IA. Une machine ne devrait pas me faire peur, mais ce qui me fait peur, c'est la façon dont on s'en sert. Là, vous me faites peur en me disant il ne faut pas dire merci. C'est-à-dire que vous vous soumettez à une injonction. Non, c'est irrationnel. Là, pour le coup, on ne va pas être courtois. Être courtois avec une machine, c'est une forme de folie quand même. Je suis d'accord, là-dessus, je suis d'accord. Mais il paraît que c'est un biais, un travers assez populaire. Non, quand on m'envoie un courriel, je réponds merci quand même. Oui, alors maintenant, maintenant vous avez de l'IA qui met un peu de courtoisie dans vos mails. Vous dites dans votre mail, réponds que c'est pas possible et... Je précise pour Ali qui me regarde avec des grands yeux que c'est la cochonne. Quand on parle en anglais, il y a la cochonne, elle n'est pas contente. Mais elle est là, la cochonne. Parce qu'il n'y a plus le petit cochon où on mettait 1 euro. Oui. Alors je suis déçu, donc je fais parler la cochonne. Oui, je vous ai interrompu, monsieur de Tournemire. Qu'est-ce que vous disiez? Voilà. Oui, non, mais alors vous avez des outils qui permettent de donner un message dans un mail en disant non, j'ai pas le temps. Et il va faire 10 lignes avec rappel du mail précédent, une formule d'excuse, une excuse bidon, et c'est fait en 2 secondes, effectivement. Donc on tombe dans des travers. Non, c'est pas des travers, parce que ça permet d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus... En productivité. Et de mettre les formes. Non, mais là, on met les formes, c'est pas mal. Oui. Bon. Là, en fait, c'est la question du temps, c'est la question de la data, c'est la question des stockages, c'est la question des investissements qui sont faits pour les super serveurs et pouvoir entretenir tout ça. Tout ça, c'est énergivore, on est d'accord? Oui, mais de manière effectivement assez colossale. Je suis agréablement surpris de voir la génération de nos enfants commencer à être alerte là-dessus. Et pour cette génération, ce qui, je trouve, n'était pas notre cas, où nous, on a consommé cette chose qui arrivait. On s'en foutait totalement. On s'en fichait, certes. Mais cette génération plus jeune a le souci de l'économie que ça peut représenter. Oui, mais il y a des excès quand même. Attention de solliciter ChatGPT toutes les 5 minutes pour rien. C'est effectivement une mauvaise action sociale et environnementale. Oui, mais là, ils sont complètement manipulables parce qu'ils croient à la fin du monde. Donc, c'est-à-dire que ça donne des tarés qui vont envoyer des sauces vinaigrettes sur les tableaux pour dire, voyez, vous trouvez que c'est plus précieux de protéger une œuvre d'art que de protéger la planète.
des Greta Thunberg notamment, des gens comme ça, vous voyez. Donc ça, j'aime pas ce genre-là qui fait croire que c'est la fin du monde parce que l'homme pollue, parce que l'homme est par définition mauvais. Oui, mais c'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'humanité. Mais le monde. Oui, voilà. C'est la persistance de la bêtise. Le monde, donc si on n'est pas là, à quoi bon? Voilà. Je veux dire, c'est. Mais là, ces jeunes-là, en revanche, c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat, mais c'est vrai, c'est une expression d'une certaine absence d'intelligence qui est de s'exprimer ainsi. Mais les jeunes dont je parlais, c'est effectivement ceux d'aujourd'hui qui ont plutôt un bon cerveau et qui ont intégré cet élément-là qui, en tout cas, ne nous était pas familier. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance de ne pas naître avec Internet dans la poche. Eux, ils sont nés avec Internet dans le... Sur les doigts. Sur les doigts, au bout des doigts et dans leur biberon. Et aujourd'hui seulement, on est capable d'avoir une oreille qui est de dire, bizarrement, oui, il ne faut pas d'écran pour des enfants avant 3 ans. C'est bien. Alors qu'avant, c'était dire ça, c'était le réactionnaire de base. Aujourd'hui, c'est quand même assez uniformément accepté. Heureusement sauf en France où on a toujours 10 ans de retard, puisqu'on continue de mettre en maternelle des écrans. Il y a le plan tout numérique dans les écoles élémentaires. Mais la marche arrière est en train d'être opérée. C'est pas le cas de partout. Non, bien sûr, parce que c'est très long. Et justement, cette notion du temps, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, quand même le thème de notre journée, on pense que c'est un élément d'aujourd'hui. Depuis les années 50, le mot existe et on se rend compte qu'il faut plus de 50 ans pour voir progresser cette nouvelle donne. Il y a des films d'Orson Welles qui peuvent résonner en nous quant à la façon de montrer un futur inquiétant. Mais voilà, les années 50 ont fait naître les ordinateurs et la réflexion qui ont cherché à coller au raisonnement humain. Et en 56, c'est officiellement la naissance de l'IA, parce qu'on a réussi cette technique-là, mais ça se faisait en coulisses entre ingénieurs. Et ensuite, effectivement, les premiers réseaux modernes dans les années 90, alors que l'Internet n'était pas développé, l'IA était déjà très opérationnelle. Et c'est seulement depuis 2010 qu'on a ce qu'on appelle l'IA moderne avec... alors, je ne vais pas vous harasser de termes anglo-saxons, sinon la cochonne ne va pas arrêter de parler. La cochonne, elle va se manifester. Mais exactement. Parce que les deep learning, les natural language processing, les computer vision... Je suis ravi que ça vienne de vous, mon cher. Les learning unpervised, je sais pas quoi. J'arrive même pas. Donc, nouvel univers, nouveau langage. Ouais. Mais effectivement, je trouve que comme tout va très vite, le mot existe depuis les années 50. Les premiers essais se sont passés un peu en coulisses et c'est avec l'Internet que l'IA moderne s'est développée. Mais les dangers, puisqu'on en parlait... Oui, alors, justement, mais j'en arrive. Antoine, n'hésitez pas à nous interrompre. Donnez-moi des exemples où il y a un vrai bénéfice net de se servir de... Alors, cette intelligence dite artificielle que vous avez expliqué, mon cher Benoît, qui n'est pas nouvelle en fait. Non. Parce qu'à partir du moment où on crée une machine, oui, c'est de l'intelligence artificielle et depuis tout temps, on a créé des machines. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on en fait tout un foin? Parce que la progression technique, j'aime pas dire technologique, la technologie, c'est la somme des techniques. Mais la technologie a toujours fort heureusement progressé. Bien sûr, mais alors là, si on revient sur l'éducation, parce qu'il y a quand même un biais terrible, on va en parler, mais c'est que l'IA, en fait, produit des nuggets. C'est-à-dire que... Oula, c'est quoi ça? Des trucs à manger, non? Voilà, c'est du poulet, c'est de la valorisation de déchets, en fait. C'est de la carcasse de poulet grattée. J'ai rien compris. Il fait la cuisine? En fait, voilà, c'est de la cuisine. C'est-à-dire que ça a l'air appétissant. On a reproduit un morceau de poulet, sauf que dedans, c'est des morceaux qui n'étaient pas... c'était pas du filet. Ouais. Et là, on s'aperçoit avec l'IA, quand même, que quand vous interrogez l'IA, elle va aussi bien donner des informations sérieuses que des informations de Wikipédia qui sont parfois sujettes à caution. Et donc, elle fait un blubbi-boulga assez séduisant parce que rapide et sans faute. Et le vrai bien, à mon avis, il est là parce que les gens pensent que l'IA est au-dessus d'eux, que c'est une intelligence supérieure. Et on arrive à des installations de biais. Il y a des âneries, pour rester poli. Il y a des âneries, il y a des hallucinations. J'ai interrogé des consoles qui, entre parenthèses, nous espionnent, parce que quand vous parlez, qu'elles vous disent ce que vous voulez dire, c'est des espionnages. Et en fait, une fois sur deux, elles se trompaient. Alors moi, par exemple, j'étais un chercheur du 19e, pourquoi pas? Oui. J'ai appelé mon nom, etc. Donc alors pourtant, c'est pas difficile. On n'est pas loin quand même.
Marc, écoutez, je serai plus de centenaire, oui, c'est ça. Et puis chercheur, c'est beau d'être chercheur. Il faut trouver après. Ah oui, trouver des trucs très étranges. Moi, j'ai trouvé. J'ai rien cherché, mais j'ai trouvé. Et oui, alors, alors, je donne mon nom pour voir un peu. Alors, par forfanterie, je me dis, oui, elle va me citer tous mes livres et tout. Pas du tout. Pas du tout. J'étais un chercheur du 19e. Oui, parce qu'elle ne sait pas dire non, comme certaines femmes du monde. Donc, non, il y a un vrai problème, c'est que c'est comme un stagiaire. C'est un stagiaire, en fait. Donc, si vous le briefez mal, il va aller en ligne droite et passer à côté de choses. N'importe quel béotien regarde sur Google, il trouve au moins, je sais pas, Jean Deslois, auteur de tel livre, c'est pas difficile. Donc pourquoi l'intelligence artificielle, pour une fois, est beaucoup plus bête que moi? Parce que vous n'avez peut-être pas de fiche Wikipédia, ce qui fait de vous un absent de... Ouais. Et surtout, c'est des sites commerciaux qui vont lister vos livres. Et l'IA ne va pas aller chercher des infos culturelles sur des sites commerciaux. Donc je pense qu'il y a des modèles. Tous les sites sont commerciaux. Non. Même Wikipédia. Non, mais Amazon, Amazon, c'est un site de vente. Mais il n'y a pas qu'Amazon. Non, mais tous les journaux, il va se cantonner à la partie culturelle. Dans ce monde-là, tout est pour une affaire de fric. Non, je pense que la majorité des blogs ne gagnent pas d'argent. Enfin, je pense que 80% des blogs ne gagnent pas d'argent. Sur les, je crois qu'il y a 50 000 posts de blog postés toutes les minutes. Vous faites, par exemple, la moindre vidéo sur YouTube, vous avez des publicités. Il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Donc c'est... Oui, bien sûr, mais là, c'est une régie publicitaire. Bon, laissons. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a sur, par exemple, justement, on parle de Wikipédia. Moi, j'ai vu des âneries sur Wikipédia. Ah oui, bien sûr, c'est bourré d'âneries. Pour moi, pour l'instant, ChatGPT, ou Chouette GPT, comme disent mes neveux, c'est une compilation de tous les renseignements qu'ils trouvent sur la toile. Le web. Oui, c'est essentiellement sourcé par la toile. Oui. Et donc, ça, j'y arriverai. Et en fait, si on rentre des erreurs, il ressort des erreurs. C'est un peu comme le congélateur. Vous congelez je ne sais pas, un très bon rôti. Et 2 mois après, vous le décongelez. Le rôti, normalement, s'il a bien respecté la chaîne du froid, il est très bon. On est d'accord. Si la cuisinière, en plus, y met du cœur, il est délicieux. Si la viande était délicieuse. Et laisse-moi terminer. Si vous rentrez de la merde, si vous la congelez, il en sort de la merde. Si vous décongelez la merde, c'est toujours de la merde. Et c'est pareil, l'ordinateur. Si vous y rentrez des erreurs, il vous ressortira les mêmes erreurs. Pour ça, je veux pas les nuggets, c'est pas forcément du filet. On dirait du filet, mais c'est pas du filet. Oui, mais là, il y a eu transformation, alors que peut-être qu'à la base, c'était bien. L'ennui, c'est que les sources sont pas fiables. Par nature, c'est de la transformation. C'est parce qu'il y a un algorithme de rétropropagation. Ça, c'est le terme français qui parle de l'entraînement des réseaux de neurones. Et c'est ce qui fait que l'IA va aller piocher un peu partout de la data. Et lorsqu'on va lui poser une question, c'est la compilation de tout ce qu'elle a cru comprendre ailleurs qu'elle ressort, effectivement, dans un délai absolument incroyable. Et donc, on le prend comme argent comptant. Et quand même, pour revenir sur le côté crainte ou non, on a été très vite dans l'excès. Et aujourd'hui, les professeurs sont capables, lorsqu'ils s'intéressent à la question, parce que le grand sujet, c'est de former les professeurs et de former les hommes politiques sur le fonctionnement même de l'IA pour ne pas être seulement... On en reparlera après. Pour ne pas subir. Oui, mais donc, les professeurs se disent, OK, je me doute bien que l'analyse du livre que je t'ai demandé, tu as été le chercher sur ChatGPT, mais donc aujourd'hui, fais-le de manière intelligente. C'est-à-dire ne subis pas ce que ChatGPT te renvoie et creusons ensemble. Il faut travailler 2 fois. Il faut travailler sur le livre et analyser ce que ChatGPT vous ressort. Mais exactement. Un peu. Oui, mais dans ce cas-là, l'idée... montrer la cohérence aussi. Non, mais vous avez votre réponse et vous pouvez demander à ChatGPT de vérifier ses sources et de les citer. Oui. Et vous dites au début que vous êtes un journaliste consciencieux et exigeant. Et ensuite, une fois que vous avez le résultat, vous faites un copier-coller. Vous la proposez à une autre IA et dites qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais pousser le bouchon très loin. C'est que vous et moi, quand on était étudiants, on allait dans des belles bibliothèques chercher l'original, voilà, et aussi parfois, et une petite binoclarde, une rate bibliothèque, et des petites rates de bibliothèque. Et en fait, vous aviez du sérieux parce que c'était estampillé, universitaire, recherche, etc. Le problème d'aujourd'hui, c'est que sur les pages internet,
vous avez toutes les occurrences au même niveau. Ouais. C'est-à-dire que c'est les plus bêtes, les plus loufoques jusqu'aux plus sérieuses, mais il n'y a pas de hiérarchie, puisque c'est celle qui gagne, c'est, j'ai bien compris, les algorithmes, là, les fameux algorithmes qui fait que plus on la regarde, plus c'est mis en haut du. Ouais, alors c'est pour les vidéos, mais alors il y a quand même un truc. L'IA quand même est aussi soumise un peu à Google, c'est-à-dire qu'elle pense que Google est un classement aussi magique. Et ça, c'est des votes qui sont faits par les liens qui vont vers les articles. Mais les jeunes, donc ça donne une légitimité si vous êtes cité. Oui, d'accord, mais c'est pas parce que c'est répété et que tout le monde regarde que c'est forcément oui, mais c'est recommandé. Sérieux. C'est recommandé. Si vous avez 10 liens qui disent que pour avoir des informations sur les tomates, c'est cette page, elle va monter. Et c'est la page censée la plus sérieuse. Alors que là, je reprends votre explication, vous vérifiez la véracité de ce que vous donne ChatGPT, finalement vous perdez un peu du temps. Autant aller directement à la source. Mais non, parce que rien de saisir l'information... Alors évidemment, ça vous évite d'aller à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ce que je voulais dire. Bon, évidemment, si vous êtes perdu dans un coin du Cantal et que vous n'avez pas de grande bibliothèque universitaire... d'ailleurs, c'est la fin des bibliothèques, progressivement. Parce que sauf que les gens n'y allaient pas. Et là... pardon. Oui, mais les bibliothèques sont rarement... Il y a rarement la queue devant les bibliothèques, alors que... devant le Burger King, il peut y avoir la queue. Donc, en 2025. En 2025. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut faire un monologue intérieur avec l'IA dans le métro. On n'est pas obligé de regarder TikTok. Intérieur. Non, mais on peut très bien se poser des questions, regarder un petit peu ce qui se passe. Et c'est quand même assez intelligent. On a quand même des réponses assez, en tout cas plus intéressantes que si on était en train de lire. Alors franchement, j'ai pas été convaincu. Je sais que pour l'instant, je me suis contenté de la version accessible librement. De chouette GPT là. Et en fait c'est des trucs que j'aurais pu trouver tout seul, quoi. J'ai pas besoin de ça pour savoir le délai de réflexion qui est intéressant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement convenu comme réponse. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas de... Alors ça se libère. Ça se libère parce qu'il y avait ce biais politiquement correct qui existait. C'est moins présent sur l'IA d'Elon Musk, là, Grok. Mais moi, j'avais fait un texte pour mes enfants, une animation de vidéo, et j'ai demandé un texte, et ma fille adore les lions. Et donc, elle se rêvait domptrice de lions. Et le texte était parfait, sauf qu'à un moment donné, l'IA lui fait dire... dire au lion. Non, à ma fille, à ma fausse fille que j'ai créée en... c'est du métavers. Oui, alors métavers, c'est mort, mais c'est un peu ça. Et mais elle dit, je dresse mes lions, mais en les respectant et sans les forcer. C'est très politiquement correct. Oui, bien sûr. C'est épouvantable, mais ça se gomme, et il y a maintenant des IA très variables, et il y a des IA très si on libérales. Peut plus dire des choses transgressives, c'est la mort de la création. Oui, mais il y aura une IA, et il y a plein d'IA maintenant sur lesquelles on peut écrire n'importe quoi. Il y a quelques années, quand IBM a voulu présenter devant la presse son IA, je ne sais plus le fond du détail, mais dans les grandes lignes, ils ont demandé quel était un homme politique célèbre. Et l'IA, en première réponse, a sorti Adolf Hitler, et la conférence de presse s'est arrêtée là. Merci, au revoir. Donc c'est un peu compliqué. Il y a une autre à Hong Kong, là, on a demandé, mais quel est... C'est fou, ça. Quel est le plus grand danger pour la Terre? C'est l'homme, il faut le détruire. Et là, on dit, alors on va mettre des... Ah, ça. On va peut-être... Remarquez, c'est pas complètement faux. Mais est-ce que c'est les écolos radicaux le pensent. Oui, bien sûr. Donc, et je pense que les guerres de demain seront tournées vers la protection ou la destruction des serveurs, parce que justement, l'intérêt de faire tomber les grands serveurs, on voit un certain nombre de pays occidentaux qui investissent des milliards pour pouvoir être effectivement opérationnels pour l'IA de demain. Bon, chers auditeurs, on va écouter un petit peu de musique qui n'est pas artificielle, celle-là. Et je rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez toujours nous téléphoner pour nous engueuler. Musique. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs, nous sommes toujours au bal des facétieux. Je reçois ce soir Antoine de Tournemire et Benoît Duchâtelet. Deux éminents... je veux dire chercheurs, trouveurs de chercheurs d'emploi, de solutions. Chercheurs de solutions. Et pour m'expliquer en quoi nous avons tout à gagner à nous soumettre à l'intelligence artificielle. On ne se soumet pas, c'est une façon de gagner du temps et de faire des choses plus intéressantes. Est-ce que vous avez écouté mon introduction ? Ça ne m'a pas fait gagner du tout du temps. Ça m'en a fait perdre. Mais la première fois, c'est toujours douloureux. Ça a élevé ma tension artérielle. Et je vous signale que pour faire tout ça, il faut un ordinateur. Oui. Bon, c'est capricieux.
ça marche quelques années et ça meurt vite. C'est éphémère, ça se détraque, c'est pas fiable. Alors, vous écrivez vos ouvrages à la main. À la main. Ah non, à la main, monsieur, quand même, un peu de respect. J'ai un stylo, alors sans faire de publicité, Waterman qui marche très bien. Hein. Et oui, ah oui. Et oui, il y a du Sylvain Tesson dans cet homme-là. Comment ? Il y a du Sylvain Tesson dans cet homme-là. C'est-à-dire le rejet. Oui, c'est vrai. C'est pas un rejet. Parce écrire en latin, c'est une idée assez saugrenue quand même. Et de le faire traduire par l'éditeur, c'est quand même du travail en plus. D'abord, là, surtout avec les enluminures. Ça n'a rien de saugrenu d'écrire en latin, parce que je vous signale quand même que ça permet de comprendre le français, hein, entre le latin et le grec. Si vous avez des notions de grec et de latin, généralement, vous en sortez pour comprendre les mots un peu difficiles. Bien sûr, mais c'est la version. Est-ce que vous êtes obligé de passer par les différentes langues parlées Est-ce que... Non, mais attendez... Non, mais c'est une bonne transition. Aujourd'hui, on parle du langage, d'un nouveau langage. Vous savez ce que c'est que d'être misonéiste ? Si vous aviez fait du grec, vous le sauriez, vous voyez. C'est un rapport avec la soupe miso. Misonéiste. Bon, alors je vous aide. Je suis misonéiste. Ah. Alors, contre c'est quelqu'un qui a peur de la nouveauté, qui a du mal. Contre le progrès. Non, c'est pas pareil. Non, parce que je considère que c'est pas un progrès. Moi, j'ai peur de la nouveauté, ce qui n'est pas forcément la même chose que le progrès. La nouveauté n'est pas forcément un progrès. L'euthanasie, c'est nouveau, je ne considère pas que ce soit un progrès. Bien sûr, oui. Joule est nouveau. Bon. Ouais. C'est pas un progrès. Je vous laisse bonne la responsabilité de votre propos, monsieur. Puisqu'il s'est amusé à créer une musique par intelligence artificielle. Ça a créé tout son petit buzz. La communauté de ses fans n'y a pas du tout retrouvé l'esprit, mais lui est très content de cette J'ai eu une conversation avec Laurent Alexandre, vous savez, notre docteur un peu diafoirus. Là. Bon. Ah oui. Alors lui, il me disait carrément que l'intelligence artificielle, il fallait la respecter. C'est-à-dire c'est vraiment l'homme qui se soumet à sa créature. Alors, il disait comme elle sera 10 000 fois plus intelligente que nous, il faut la respecter. C'est un peu inquiétant quand même. Alors, au bout d'un moment, on se dit, mais quand est-ce qu'on peut débrancher ? Oui, il y a ce mythe de l'intelligence artificielle qui se débarrasse de l'homme parce qu'elle s'émancipe. C'est Frankenstein, c'est la créature qui dépasse son créateur. Et lui, qui est un cerveau brillant, mais la question, c'est qu'il faut que l'intelligence soit mise au service du bien. Pour lui, demain, on peut envisager que des puces soient implantées dans le cerveau des bébés, parce que les bébés de demain devront faire face au développement de l'intelligence artificielle. Donc, ça rentre dans ce mouvement du transhumanisme et d'une société dominée par l'IA où il faut se préparer. Donc, il trouve ça envisageable. Alors, je vais raconter une petite anecdote. C'est que nous étions dans une crypte où il donnait une conférence sur l'IA. Donc, je m'intéresse au sujet, j'y suis allé. Et à la fin, évidemment, il y a une rencontre, on peut parler comme ça avec le conférencier. Et on discute un petit peu, je lui fais part de mes réserves sur certains plans. Et il me dit, tiens, comment vous appelez ? Alors je lui dis mon nom. Il écrit sur son portable dans le chat. Alors lui, là, il me dit, il faut prendre la version... le chat la plus perfectionnée, je ne sais pas c'est laquelle, la dernière. Alors, je sais pas, Claude, version française. Chouette GPT 12 ou Chouette GPT 13, c'est comme les iPhones. Alors je lui donne mon nom et tout. Alors il commence à écrire. Et puis il se passe rien. Il réfléchit. Il n'y a pas de réseau. Et puis je lui dis, on est dans une crypte. Il me dit, il n'y a pas de réseau. Là, je lui dis, vous voyez ? Ah oui, c'est mort. Voilà. Rien ne remplacera un bon livre que vous pouvez utiliser en pleine forêt ou à 40 mètres sous terre. Voyez les inconvénients ? Ah oui, non, mais chouette GPT. Mais alors, Antoine pourra nous parler tout à l'heure de la façon dont dans les médias et dans le journalisme, l'information et la vérité est tordue. On va y aller. Vous voyez, par exemple, dans la santé, là où on me dit, par exemple, qu'un médecin qui doit faire un diagnostic utilise déjà des multiples appareils, la radio, les biopsies, tout ça, les analyses sont faites par des grandes machines qui coûtent généralement très très cher, qui sont très perfectionnées et qui sont une aide à la décision. Et dans ce cas-là, effectivement, paraît-il même aujourd'hui et sans doute dans quelques temps,
un médecin se contentera de mettre tous les résultats d'analyse dans une espèce de machine et au bout de 10 minutes, vous donnera un diagnostic parce qu'il aura eu le temps de faire ce qu'un médecin ne peut pas faire en 10 minutes. Mais l'intelligence artificielle devrait y arriver. Elle le fait déjà. Alors, elle le fait déjà et c'est plus en minutes, c'est en secondes et c'est en milliards d'informations. Ouais. Et c'est moins cher, plus rapide. Enfin... Voilà. La grande question pour toujours cette notion de peur, c'est est-ce qu'il faut être dans une confiance aveugle ? Comment faut-il maîtriser cette information pour qu'un personnel de santé sache quoi demander pour savoir quoi recevoir ? Alors, je vais aller plus loin, c'est qu'il y avait le souci de l'empathie. C'est-à-dire quand vous parlez à un être humain, si c'est un bon médecin, il a un minimum de délicatesse pour vous annoncer une maladie grave. Il ne va pas vous dire lisez ça. Ouais. Moi, j'ai vu des cancérologues qui sont un peu blasés et qui. C'est pas que ils sont pas humains, quoi. Non, mais c'est que le nombre, on peut être empathique une fois par semaine, mais pas 10 fois par jour. Oui, mais à ce moment-là, on ne fait pas cancérologue. Ah bah oui. Donc, il faut s'attendre à avoir des cancéreuses. Donc, on peut des clients. Voilà. Et donc, au moins, des patients qui sont. Voilà. Si on vous envoie déjà voir un cancérologue, c'est que. Bon, où j'en étais ? Oui, donc. Alors, Laurent Alexandre, à ça répondait, oui, mais la machine sera plus empathique que le médecin. Ah bon, alors pourquoi ? Oui, mais attendez, pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il me disait, le médecin, vous n'allez pas, si vous avez un petit coup de mou, là, une détresse à 2h du matin, vous n'allez pas appeler sur votre médecin, il ne va pas vous répondre à 2h du matin sur son portable, sauf si c'est un bon ami. Mais si vous interrogez ChatGPT à 2h du matin, elle vous répondra. Oui, mais enfin, je suis désolé, parler avec une machine... Non, mais c'est de la connaissance derrière. Il y a quand même. Ça dépend comment comment c'est nourri. Là, en antenne, on parlait de. Cher Antoine, je comprends à votre question que vous êtes bien inquiet. Sûr, mais on peut. J'ai des amis qui ont écrit une lettre. Une femme, la femme d'un ami est partie. Il a écrit une lettre, un premier jet. Après, il a demandé à ChatGPT et la lettre était remarquable parce qu'on lui dit mets-moi de l'empathie. Utilise les moyens psychologiques efficaces qui vont émouvoir la personne en face. Il faut faire des listes de revendications. C'était une lettre destinée à la femme ou à lui rattraper la femme. Alors, elle a beaucoup plu. Je ne sais pas si la femme est revenue, c'est pas le sujet, mais la lettre était émouvante. J'ai une bague à 3 000 € qui t'attend. Non, mais si vous briefez bien la machine, elle a des capacités énormes et elle peut agréger énormément de choses. Des tons. Pardon ? On briefe pas Radio Courtoisie. On explique. On explique. Et donc, non, c'est quand même assez surprenant. Et par exemple, si vous voulez être au courant, si vous suivez une activité à un secteur pointu, par exemple, le rapport Draghi que personne n'a lu, si vous pouvez vous téléchargez le document du rapport Draghi qui doit faire une centaine de pages, vous demandez à ChatGPT d'expliquer le rapport Draghi à votre mère en pointant 10 points qui vont lui faire comprendre. Et vous avez Elle s'en fout, ma mère, du rapport Draghi. Qu'est-ce que vous voulez que ça lui foute ? Non, mais alors, c'est le rapport Draghi. Mais qui va lire le rapport Draghi ? Ça donne le niveau, ça donne un niveau. Un document d'expert et synthétisé, simplifié pour les lectures rapides. Avec les idées fortes. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez. Alors, avec Proust, ça ne marche pas, mais si vous pouvez lire des documents comme ça en hébreu et vous avez une synthèse en 1 minute. D'accord. Alors, moi, je comprends que ce soit effectivement. Encore une fois, un outil qui fait gagner sans doute du temps. Ça ouvre beaucoup. Ça vous évite de lire 36 rapports pour savoir, pour avoir une réponse, je pense. Ce que d'ailleurs Google fait quand même un peu. Hein. Enfin, déjà, Google trouve les sites où aller. Mais vous ne faites pas la synthèse, déjà. C'est ce que vous voulez dire ? Non, il ne fait pas la synthèse. Et en plus, il ne peut pas être aussi fin sur le ton. Et en plus, si vous apprivoisez l'IA, elle sait que vous êtes un mâle blanc, que vous êtes plutôt parisien. Et tout. Donc, elle peut adapter la réponse avec des exemples proches. Et alors, est-ce que pour pallier le manque d'infirmières, dans certains hôpitaux, ils ont pensé à des robots ? Est-ce que vous pensez que c'est une aide à la guérison d'avoir un robot qui vient vous apporter vos médicaments et vous faire votre piqûre plutôt que d'avoir une gentille infirmière qui vous fait un grand sourire et qui vous demande des nouvelles de votre famille si vous le déjeuner était bien passé, si vous avez bien fait caca, si vous êtes de bonne humeur. Oui, mais vous pouvez implanter de la courtoisie dans le programme. Avec un robot.
Bien sûr. Alors, le principe du robot existe depuis longtemps, mais c'est vrai que la manière de le nourrir pour qu'il soit un interlocuteur dans les EHPAD, dans certains services, pour apporter une proximité et créer du lien. Non, attention, parce que c'est la motivation qui est proximité. Non, mais vous rigolez. Mais des gens qui ont 90 ans, qui sont seuls et qui ne voient plus personne, non seulement ils pourraient plus voir. Attention, on n'a pas dit ici que c'était la bonne solution. On a dit que voilà ce qui existe demain, voilà la proposition. Mais ça n'est pas forcément. C'est la double peine. Non, parce que vous avez des problèmes de recrutement d'infirmières. Oui, je sais bien. Et puis pour donner une pilule bleue à 3h du matin, est-ce que vraiment vous avez besoin de Sarah Pas forcément. Si. Elle est plus utile à 3h du matin. Non, elle est peut-être plus utile ailleurs. Auprès d'un autre. Oui, auprès d'un autre. Et surtout, ce robot, s'il y a de l'IA, il vous connaît votre vie par cœur. Il va demander et comment va Jean-Yves ? Il est sorti, il joue toujours au foot. Et vous aurez des trucs beaucoup plus pertinents. Mais si. Non, parce que le constat qui est fait, c'est qu'il y a un manque de personnel, donc un manque d'humanisation de qualité oui, mais on humaine. accentue cette déshumanisation. Au lieu de mettre des personnes, on nous met des robots. Alors, je paye des impôts, je préfère que mes impôts aillent aux hôpitaux. Même dans un cadre on voulait identifier le danger de l'IA, je mettrais volontiers une petite parenthèse sur le fait que l'IA peut aussi sauver des vies, parce que on parlait du médical. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans un univers tourné vers la santé. Vous êtes associé à des jeunes pousses dans la santé. Et la jeune pousse, elle pas à la santé. Mais justement, elle a vocation à se servir de l'IA, mais une IA éthique à garantie humaine. C'est-à-dire que l'idée, c'est justement de ne pas tomber dans ce travers. Je prends l'exemple des centres d'appel des urgences. Ouais. Aujourd'hui, ces personnes ont un courage incroyable parce que c'est le maillon psychologiquement complexe de la chaîne des secours. On reçoit tous les appels des urgences. Et aujourd'hui, il y a 4 millions d'appels qui n'arrivent pas à décrocher. Donc, comment faire pour pouvoir servir correctement un appel entrant et trouver la bonne solution, envoyer les moyens de secours. Vous faites le 15. J'ai une hémorragie, exactement. Ça passe à... Vous allez mourir, intelligence artificielle, vous allez mourir. Justement, je parle de la partie intéressante de l'IA qui est de ne pas remplacer l'humain du tout. C'est pour ça que je parle d'IA éthique à garantie humaine. C'est que le principe, c'est de pouvoir analyser la voix et donner une information à l'écran du régulateur médical qui, lui, reste un humain et qui est en relation avec la personne, mais qui a une information qualifiée, plus rapide, qui lui permet de prendre une décision plus rapide. Parce que c'est une charge psychologique qui est trop forte. Elle est où, là ? À quel stade, votre Elle est dans l'analyse de la voix. Oui, mais c'est-à-dire que comment dire, c'est une annexe du médecin, c'est-à-dire que c'est le médecin quand même qui décroche. Enfin, c'est une opératrice ou un opérateur. Oui. Et on ne tombe pas quand même sur une voix synthétique. Mais justement, pas du tout. Alors, vous me rassurez. Non, mais c'est pour ça qu'il faut lutter contre les préjugés. Plus de doigts et appuyer Mon cher Charles-Henri, il faut aussi lutter contre les préjugés parce qu'il y a une utilité quand même réelle à une application de l'IA au service du patient. Et là, ça passe par une compréhension de la voix plus rapide. Et donc, la personne humaine qui est au bout du fil et qui fait un travail remarquable et épuisant accède à une information qualifiée plus rapidement. C'est une sorte d'élément de réassurance pour lui. C'est-à-dire qu'il continue à faire son métier, mais on lui facilite son métier. C'est le soutien. C'est un soutien. Donc, non, mais ça, c'est intéressant parce qu'il faut quand même justement lutter aussi contre les préjugés. Il y aura, dans ce registre-là, on ne remplace pas l'homme. Un petit peu, cher Benoît. Vous voyez, là, c'est des milliers d'auditeurs qui ont les mêmes questions et je me fais leur porte-parole. Oui, et du coup, je me fais le porte-parole aussi de bonnes solutions mises en place, c'est-à-dire que l'IA, à ce moment-là, peut aider à sauver des vies et à ne jamais remplacer l'homme. Vous savez, je comprends bien tout ça, mais le problème, c'est la pratique. Moi qui suis technophobe et qui ai horreur des ordinateurs, je suis bien, hélas, obligé de m'en servir. Et quand ça bug, ça bug et puis je me retrouve tout seul. Et là, il me faut un humain pour me réparer. Et alors, quelquefois, j'arrive à retrouver un écran. Donc, alors l'écran me dit allez dans tel endroit. Etc. Mais si je peux pas y aller. C'est-à-dire que c'est un peu le garagiste que j'appelle en disant ma voiture ne démarre pas et me dit apportez-la moi. Mais elle démarre pas. Oui, je comprends bien. Je veux la réparer, mais apportez-la. Je suis libre vers 17h. Mais écoutez, monsieur, je ne peux pas la faire démarrer. Et bien c'est pareil, l'ordinateur, il me dit de faire des trucs sur l'ordinateur. Ça me rappelle les sites à la con qui disent si le site marche pas, appuyez sur tel bouton. Mais ça marche pas. C'est vrai que Charles-Henri représente une population assez fréquente de personnes qui ont des difficultés à faire face aux outils du quotidien.
Et quand on a envie de commander son billet d'avion, soit on le fait en 2 secondes sur un téléphone, soit on va voir une agence de voyage et on a un interlocuteur. Mais à des horaires d'ouverture. Donc ça correspond. Je m'en fous, oui, c'est normal que les gens dorment à 3h du matin. Il y a des diligences qui passent très tôt. Hein. Oui, et ça serait bien qu'elles passent tôt pour les gens qui partent tôt. C'était quand même mieux. Bon. Mais là, en plus, si vous êtes vraiment perdu, moi, quand j'ai une erreur sur mon ordinateur et il commence à donner des signes de fatigue, je demande quand même à ChatGPT, tiens, explique-moi, fais-moi un mode d'emploi très précis pour me dire comment corriger ça. Et il y a des solutions. Mais sur quoi vous allez sur mon téléphone. Ah, parce que vous êtes doublement équipé. Oui. Oh là là, monsieur. Vous voyez, moi, par exemple, c'est ça que je trouve désastreux, c'est que notre vie quotidienne dépend tellement d'un petit appareil comme le téléphone que le jour où on vous le vole ou vous le perdez ou il est cassé, vous n'êtes pas dans la mouise. Hein. Si, c'est vrai, on a l'impression de perdre une partie de soi. On ne peut plus faire un pas devant l'autre, puisqu'on n'a plus son doudou et sa mémoire déportée. Bon, je fais parler les auditeurs. Ah oui. Merci. Merci, monsieur Deslois, pour votre savoureuse chronique. Je m'y suis reconnu et j'ai enfin appris le sens du login. C'est ça, login, c'est nom, prénom. Oui, c'est vrai. C'est un identifiant. Ouais. Oui, parlons français alors, il n'a qu'à dire identifiant. Exactement. Où est l'humain lorsque l'IA produit à la place? Est-il encore là? Oui, alors ça fait écho. Il y a une tribune il y a quelques jours d'un chef d'entreprise qui disait si j'embauche demain des Bac+2, ce sera par pure philanthropie, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur ajoutée sur une IA. Oui, mais alors, on dit ça, mais quand vous avez votre toit qui fuit, il faut bien un artisan qui monte sur le toit pour remplacer les tuiles. C'est pas l'IA qui va faire ça. Oui, bien sûr, c'est l'avenir, mais ça concerne quelle population? C'est l'avenir. Non, mais l'avenir est plutôt aux installateurs de climatisation qu'à l'opérateur de saisie, puisque l'opérateur de saisie est un petit peu sur la sellette, alors que les métiers manuels vont peut-être être plus valorisés et plus essentiels. Oui. Mais attendez, moi, vous ne pouvez pas savoir comme j'éprouve une satisfaction, une émotion, je dirais presque de jouissance, de voir du travail bien fait avec les mains, c'est-à-dire l'artisan qui produit, qui fait quoi. Mais non, on ne s'égare pas. Alors justement, parce que je me dis, des métiers comme couvreur, plombier. Tout simplement, plombier, comme élagueur, bûcheron, etc. Expliquez-moi en quoi ça pourrait être remplacé, et j'espère que ça ne sera jamais par l'intelligence artificielle. Si, alors c'est pas l'intelligence artificielle, mais les robots de Musk, là, il a confié il y a quelques jours que 25% des études sur son robot, c'était la main. C'est l'outil à reproduire le plus complexe qui soit, mais c'est 25% de tout le bonhomme. Mais ils misent quand même sur une vente de millions, c'est des dizaines de millions d'ordinateurs, de robots à $20,000, qui seront un carton, selon les prédictions. Ce sera un assistant, mais rien de plus. Si c'est pour pour envoyer un drone sur le toit et pour savoir exactement où il faut mettre les tuiles, d'accord. Non, ce sera pour le quotidien, c'est-à-dire un peu babysitter, un peu cuisinier, mais pas plombier. J'ai compris ça. C'est pourquoi des services. Pas pour l'instant. Mais c'est ce qui me. Ou alors des lavabos qui se réparent tout seuls et des chasses d'eau qui se réparent tout seuls. Non, parce qu'il y a un autre truc avec Neuralink. Neuralink, l'exemple, c'est des greffes sur le cerveau avec des puces. Et le projet, c'est de dire, vous voulez piloter un hélicoptère, vous achetez la mise à jour et vous êtes plugué et vous savez piloter un hélicoptère. Donc l'appli plombier. Donc Charles-Henri Deslois, vous êtes nul en informatique. Il y a une puce qui s'appelle l'informatique et le numérique pour les nuls. Voilà. Vous la mettez dans le cerveau et je deviens un as. Oui, c'est l'idée. C'était Matrix et c'était il y a 15 ans au cinéma. 20 ans. Pilule rouge, pilule bleue. Mais non, mais ça fait rêver. Mais pas tellement. Hein. Parce que ça veut dire que rêver, oui et non, c'est toujours pareil. C'est une expérience. Science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Donc ça dépend toujours vos intentions derrière. Celui qui a inventé, quand on a plutôt maîtrisé l'atome, on savait très bien que c'était pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que d'un côté, l'énergie fantastique que ça dégage, et de l'autre côté, la bombe atomique. D'ailleurs, je crois qui est-ce qui... Je ne sais plus quel savant, les auditeurs vont le dire, qui avait inventé la fusion de l'atome et qui s'est dit, après, je regrette... Oppenheimer qui est revenu il regrettait, je crois, d'avoir... Voilà. J'aurais pas dû. Mais, voyez, c'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, où on en est
avec des histoires de puces dans le cerveau, là, on passe carrément au transhumanisme. Oui, bien sûr. C'est ça, en fait, le transhumanisme. Non, mais alors, ça dépend de l'IA. C'est pas que l'IA. L'IA pourrait rester dans ce cantonné. Mais effectivement. Ah oui, à partir du moment où on implante. Les débordements, les débordements, effectivement, sont sans fin. Oui. Alors, c'est pour ça que je préfère rester sur le fait qu'il y ait aussi la possibilité de s'en servir pour le bien. L'homme augmenté ne me gêne pas en soi, parce qu'on a tous été augmentés de toute façon ou d'une autre. Par exemple, le premier homme qui a marché avec une canne parce qu'il était plus à l'aise et parce qu'il vieillissait, c'est l'homme augmenté. Les lunettes. Les lunettes, j'allais dire les lunettes. On a tous des lunettes dans le studio. Enfin, c'est l'homme augmenté. Non, mais on a tous au moins une paire de lunettes à partir d'un certain âge. Donc on s'en est servi. C'est une évolution dont on s'est servi. Des implants dentaires au bout d'un moment. On va pas faire la liste de toutes nos prothèses. Bref, tout ça pour dire. Oui, mais c'est pour dire que ça existe depuis longtemps, ça, l'homme augmenté. Mais maintenant, il y a un petit bruit qui me trouble. C'est quoi? C'est moi, pardon. Non. C'est la gourmette. Je crois. C'est ma gourmette de cheville qui. C'est quoi? Bon. Alors attendez, les auditeurs. Ce que je voudrais, ce dont je voudrais parler, c'est que jusqu'à maintenant, que ce soit prothèses, des implants dentaires, des lunettes, ça redonne des capacités que nous avions. C'est-à-dire qu'en fait, ça compense l'usure. C'est-à-dire que nos yeux s'usent. Oui, c'est curatif. C'est pas une amélioration, c'est curatif. Voilà. Oui, c'est curatif. Tandis que là, ce qu'on nous propose, c'est carrément de changer nos capacités. C'est d'augmenter l'intelligence pour faire face à l'IA. Oui. Donc c'est encore un autre degré. De rester au niveau. De rester au niveau. Alors, voilà, en fait, ce qui m'inquiète, c'est tant que l'homme peut encore maîtriser tout ça, soit, après tout, c'est comme, je sais pas moi, un Boeing 747, ça arrive à voler alors que c'est une machine qui quand même pèse beaucoup plus lourd que l'air. Mais ce qui est fantastique, c'est que ça vole. Mais derrière, pourquoi? Parce qu'il y a des ingénieurs qui ont su mettre au point ces machines volantes. Bon. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est la machine qui va donner des instructions à l'homme pour se mettre à son niveau. Vous me suivez? Oui, bien sûr, oui, mais rien n'est mauvais en soi, c'est l'utilisation qu'on en fait qui rend... Et donc, c'est vieux comme le monde, mais ne pas enfourcher aujourd'hui l'IA, c'est comme renoncer à la marine à vapeur, franchement. Et justement, la question, aux professeurs ou aux hommes politiques. Et si on connaît l'IA, on pourra la domestiquer, mais si on est dans le déni, ce sera encore pire. C'est pas le déni. On considère qu'un homme politique aujourd'hui ne peut pas envisager une carrière s'il n'est pas formé et pas ouvert, mais je veux dire à la conscience de ce que l'IA peut apporter, parce qu'on ne peut pas prévoir le monde de demain en étant hermétique à cette évolution. Il y a quelque chose qui me choque en ce moment sur Internet, parce que vous voyez, de temps en temps, je m'aventure sur Internet. C'est dangereux. Hein. J'avais une ardoise magique, vous savez, comme on était enfant. Maintenant, l'ardoise magique, ils appellent ça une tablette, puis on appuie dessus, puis il y a un écran, ça bouge. Vraiment, et donc, il faut passer d'une personne à l'autre. Je vois des gens connus qui disent des choses qui sont très étonnantes. J'ai appris que tout ça, c'était, comme on ne devrait pas dire, des fakes. Ah oui. Et alors, je trouve ça absolument épouvantable, parce qu'on vous fait dire, alors vous, je sais pas, Antoine de Tournemire a dit, je sais pas, quelque chose. Non, mais ça m'étonnerait. Quelque chose qui ne vous ressemble pas. Mais non, mais vous seriez pas content. On met dans sa bouche. On met dans sa bouche des mots. Mais ça, c'est pas l'IA. Si, le deepfake, c'est l'IA. Alors, deepfake pour les images, mais pour le texte, c'est vieux comme le monde. Mais alors, je suis obligé de désigner. Alors, en français, on dit la forgerie. De la forgerie. C'est faire du faux avec du vrai. On mélange le faux et le vrai. Oui, qui a été repris d'ailleurs en anglais. Il a été récupéré en anglais. Je t'embrouille. Et voilà, c'est de la forgerie. Donc parlons de forgerie numérique. Ou du montage d'images. Du montage. Donc c'est bien de l'IA qui permet de faire croire à une réalité par une vidéo. Voilà. Où on voit une personne qu'on connaît qui parle, mais c'est pas du tout lui qui a dit ça. Voilà. Et ça vous choque pas, vous? Non, mais on peut voir, et puis on peut. Il y a quand même des sites qui analysent. Il y a quand même des gens qui se cassent la tête. Au début, je me suis laissé attraper. Ah, mais oui. J'ai cru vraiment. C'était un acteur là.
Benoît Poelvoorde, qui parlait d'immigration, mais je dis, mais on dirait Bardella. Je sais pas, Poelvoorde, qu'est-ce que tout d'un coup, qui se lance là-dedans. Il parlait peut-être des Français. Hein. Et non, mais et je me suis dit, après j'ai appris que c'était complètement bidon. Et d'ailleurs, il s'est plaint parce qu'il a été victime de ça et qu'il recevait des injures. Enfin, une femme a fait un virement de centaines de milliers d'euros à Brad Pitt qui lui avait. Alors, ça, l'escroquerie, malheureusement, a toujours existé. Oui, mais donc la technologie est au service de l'escroquerie. Si vous voulez, alors... L'accessibilité, surtout, parce qu'avant, c'était à Hollywood qu'on faisait ça. Et maintenant, on le fait C'est le métier d'Antoine, justement, de vérifier ça pour ses clients. Alors, les questions de réputation. Oui, mais... Si quelqu'un a une escroquerie, si quelqu'un... malheureusement, les fausses nouvelles, c'est un vieux sujet. Oui, mais... mais là, c'est quand même appuyé un par la stade vidéo. Tellement perfectionné. Évidemment que le trucage de photos, c'est vu comme le monde, depuis que la photo existe. Hein. Mais même les tableaux, vous éliminez, vous repeignez par-dessus. Et puis, on ne va pas parler du premier pas sur la Lune, du coup. Non, mais dans les cavernes. Non, mais ce que je veux dire, mais de toute façon, tout ça, la nature humaine ne changeant pas, il y a toujours des gens mal intentionnés qui font des escroqueries. Mais là où je suis un petit peu étonné, c'est que le grand public est victime de ça à une échelle mondiale, puisque je ne comprends pas qu'on puisse laisser des films, des vidéos avec des gens connus qui parlent avec leur voix, leur intonation, leur visage, alors que ce n'est pas eux. Oui, mais parce que ça, c'est aussi un jeu de... C'est c'est attrape-moi si tu peux. C'est-à-dire que vous fermez un site et il y en a déjà 10 qui ont publié la même vidéo et donc c'est un travail sans fin. Alors, je trouve que c'est une transition quand même pour rassurer sur le côté danger de l'IA, c'est qu'il y a un cadre législatif qui se met en place. Il y a effectivement des lois, des normes pour pouvoir, face à cet excès, parce que ça a été quand même un robinet ouvert dans un délai court qui a inondé tout Internet et on en voit les dérapages et il y a un conflit entre le règlement de certains pays, plus libéraux que d'autres, et l'Europe face aux États-Unis, par exemple, où le cadre législatif n'est pas le même. Et on essaye, bien sûr, de créer des normes et de permettre d'imposer aux concepteurs d'IA de documenter leurs algorithmes, leurs sources, de créer des limites à tout ça pour qu'on puisse suivre, tracer, vérifier, parce qu'on aime bien aussi créer des normes, mais là, c'est indispensable de ne pas laisser cette roue libre tourner sans surveillance. Donc, il y a une gouvernance éthique, un contrôle technique, une sensibilisation sur l'IA. Il faut mettre en place tout ça pour essayer de... La police de l'IA, alors. Ceci près que l'IA Act en Europe castre toute la créativité de l'IA qui était déjà un sujet très porté. Mais l'anarchie californienne réussit beaucoup mieux à l'innovation. Je voudrais aborder l'art et l'IA. Et avant, on va faire... j'ai une avalanche de messages. Merci les auditeurs. Et oui, on est écoutés. L'IA ne comprend pas, elle compare. D'où son conformisme qui déborde largement le domaine politique. Après, un bon médecin doit envisager a priori 5 ou 6 diagnostics possibles devant une symptomatique clinique. Il est certain que la masse de données nécessaire est utilement apportée par une IA. Oui, ça j'y souscris. Voilà. Que l'IA soit plus intelligente que Laurent Alexandre, c'est comme Philips, c'est déjà demain. Si, rebondit sur le point de vue que vous aviez. Monsieur Laurent Alexandre est sûrement quelqu'un d'intelligent. C'est certain. Ce qui m'inquiète chez lui, c'est que, je lui ai dit d'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est qu'il déifie la technique. Il déifie la technique, il en parle. Oui, parce qu'on est bluffé par la rapidité. Je pense que l'antenne est ouverte si vous avez envie de le... C'est pour moi. Excellent, le billet d'humeur du début, qui m'a fait hurler de rire, car je me suis vu à votre place. Voilà. Non seulement c'est une humiliation, car comme vous, je me sens nul et impatient, mais en plus, c'est une suggestion face à un système qui saura tout de nous, et cela encouragera ma paranoïa. Oui, c'est pareil, je suis un peu pareil. Ça, c'est l'ordinateur. En fait, l'ordinateur, c'est le seul produit sur Terre où les types qui ont lancé ça ont fait en sorte que quand vous avez une voiture qui ne marche pas, c'est la faute du constructeur. Mais l'ordinateur, c'est le seul produit où quand ça ne marche pas, c'est de votre faute. Et c'est très très fort. Ouais. Donc, ça m'agace. Oui. Mais c'est une réussite pour IBM et tout ça. Oui, le fric qui se fond sur notre dos. Ouais. Bonsoir messieurs, permettez-moi de vous faire part d'un incident qui me fait regretter l'époque où il était possible d'ouvrir les portes d'un wagon de métro avant l'arrêt.
À l'arrivée en station, une jeune femme se prépare à descendre comme moi et mon camarade. Galamment, nous prenons les poignées pour lui ouvrir largement les portes. Il manque des mots. Troublée, elle ne se rend pas compte que le métro roule encore. Et la voilà qui s'étale sur le quai, les 4 fers en l'air, le sac à main éparpillé. À chaque fois que j'y pense, je suis plié en deux, c'est pas très charitable, le souffle coupé. Ah si, la chute fait toujours partie des b.a.-ba de l'humour. Et, Moi, ça me fait pas rire. Et l'IA ferait une image magnifique en 2 secondes. Alors, à ceci près que l'IA n'a pas d'humour. Si vous demandez à l'IA de vous faire rire, c'est déplorable. C'est un peu ce qui est rassurant. Comme l'autodérision avec Bernard-Henri Lévy. Ah, ça oui, mais surtout si le rire est le propre de l'homme, l'IA justement singe l'homme, mais il n'y a pas d'humour. Moi, j'ai jamais rigolé grâce à l'IA. Alors, j'allais y venir effectivement. C'est ce qui va peut-être sauver les écrivains, c'est qu'au moins dans l'écrit qui sort du jus de cerveau humain, c'est qu'il y a quand même sa patte. C'est-à-dire reconnaissable. Quand vous lisez, quand vous êtes un lecteur habituel du même écrivain, vous retrouvez la patte avec un humour, une façon de dire les choses très particulière. Et ça, effectivement, je pense, j'en ai discuté de temps en temps, dans l'art, le problème, c'est que l'IA pourra reproduire que ce soit des tableaux, des textes, et on ne saura plus, effectivement, qui en est l'auteur. Alors, par exemple, on voit des œuvres d'art, si on peut dire, produites par une IA, ou je sais pas, où on commande n'importe quoi, 2 ours sur la banquise, elle vous offre un tableau, une photo, une image, c'est pas une photo, c'est une image qui est comme un tableau, où elle a... mais est-ce que ça marchera ? Est-ce que ça marchera parce que le diamant de synthèse existe ? Vous n'allez pas offrir à votre fiancé un diamant de synthèse. Donc, à partir du moment où ça dépend. si. À la gaffe. Disons que c'est révélateur. J'ai pas les moyens. Mais même, vous savez, la cote des diamants sur lesquels il y avait un défaut et qui a été enlevé au laser, à partir du moment où vous enlevez le défaut, il remonte. Non, il ne remonte pas parce que sentimentalement, vous avez brisé quelque chose, vous avez brisé la nature. Donc le fake, s'il est désigné, le faux, s'il est désigné, et là c'est le travail des médias et de la réputation des sites, c'est encore un travail de journaliste. Donc il y aura quand même ce contrôle. Il faut que les journalistes contrôlent. Et si vous voyez quelqu'un qui n'est pas celui qui prétend être, à mon avis, c'est sur des sites de seconde zone. Ce ne sera jamais sur le Monde ou sur le Figaro. Alors, ça me rassure ce que vous dites là, parce qu'effectivement, j'ai la même opinion que vous en disant que l'IA fera de l'art comme un industriel quand l'artisan, lui, fait du sur-mesure. Oui, ce sera scolaire. Voilà. Par exemple, quand on me demande, quand j'ai une commande d'écrire sur tel sujet, on sait que ce sera du Deloitte. Bon, j'espère que l'IA... Alors, il paraît qu'il y a une IA fait un article comme Deloitte l'écrirait. Exactement. Alors ça me fait peur. Ça, on l'utilise, oui, bien sûr. Et il paraît que je crois que c'est Finkielkraut qui a fait l'expérience. On lui a demandé dans une émission sur France Culture, il a une émission, où il a dit j'ai essayé de dire à Chouette GPT, fais une introduction à la Finkielkraut. Il l'a trouvé meilleur que c'est lui-même qui l'avait écrit. C'est ça qui est bluffant. Oui. Bon, là, ça ne marcherait pas pour la qualité de vos chroniques. C'est bluffant. Non, là, vous êtes indépassable. Les ordinateurs ne sont pas prêts, mais d'ici 10 ans, peut-être. Je serai peut-être plus là. Comme ils sont beaux, jeunes gens, et leur croyance en la justice et la technologie qui va sauver l'humanité. Oui. C'est gentil de ne pas avoir dit naïf. Alors, revenons à l'art, effectivement. Vous dites que... alors, c'est rassurant, puisque vous me dites qu'il y aura toujours de l'intelligence artificielle pour elle-même analyser l'auteur, le véritable auteur. On peut faire confiance à l'humain pour... Quand on parle de stagiaire, il faut relire ce que fait ChatGPT, il faut l'améliorer, mais c'est une base, c'est un gain de temps. Et là, le travail des journalistes, des médias, c'est de filtrer, d'authentifier. Sinon... Le problème, c'est que... un artiste, ce qu'il aime, c'est créer. Donc, il ne va pas s'empêcher de créer, bien que l'IA puisse faire la même chose, peut-être en quelques secondes, parce que vous enlevez la part de plaisir de l'artiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire...
c'est comme si vous empêchiez, je ne sais pas moi, un athlète de pratiquer son sport ou un pêcheur d'aller pêcher. Si vous dites à un artiste, tu sais, au lieu de transpirer devant ta feuille de papier avec l'angoisse de la page blanche à raconter des histoires, dis simplement, voilà, je voudrais une belle histoire d'amour entre, je ne sais pas moi, Antoine et Sophie, Antoine, bon, ou Héloïse, c'est plus joli, Héloïse. Oui, c'est vrai. C'est plus dangereux. Et on va raconter une histoire qui est peut-être très belle, qui est peut-être bien écrite, mais l'écrivain, il va se dire, merde, alors, j'éprouve rien. Mais Charles-Henri, la question... j'ai aucune satisfaction. Oui, parce que ce serait un résultat standard, scolaire, mais si vous le briefez mieux, si vous lui dites, reprends les trames des 10 best-sellers sentimentaux qui ont cartonné ces 10 dernières années en comparant les statistiques, et analyse la trame, et construit sur le même modèle une histoire nouvelle, mais avec les mêmes procédés de page-turner, d'action par page qui permet au lecteur de tourner la page à chaque fois, parce que c'est quand même des procédés. Oui. L'IA peut faire un truc assez surprenant. Après, ça fera peut-être un monstre. Alors, ça me plaît, ça me déplaît, parce que ça me plaît parce que vous, en fait, vous soulignez les travers que moi je prends pour des travers, et c'est ça en fait qui me plaît, c'est que un écrivain, il cherche pas à faire du beach turner. Ah si, il y a des procédés quand même. Mais ça, c'est l'homme d'affaires qui fait des livres. C'est pas l'écrivain. C'est les plus grands vendeurs de livres en France. Mais oui, mais voilà. Le commerce, c'est pas de l'art. Et l'art, c'est pas du commerce. Bien sûr. On est là pour faire du fric. Là, on sera dans la tentative de faire un bouquin. C'est parce que vous faites du beau que ça doit plaire, que vous êtes dans la vie, dans la beauté, dans la création. Alors, si c'est pour vendre, vous pouvez vendre, je sais pas moi, des images de cul, ça va se vendre. Mais c'est pas ce qui va vous plaire. Ça se vend bien. C'est pas moi qui va vous dire le contraire. Oui, c'est ce qui se vend le mieux probablement. Pourquoi Internet, comme par hasard, est très utilisé entre minuit et 1h du matin, parce que c'est un moteur. Mais c'était aussi un moteur de développement d'Internet. Oui, voilà. Alors, donc on est d'accord. Si c'est pour faire de la drouille et plaire au plus grand nombre, il y aura toujours des clients pour ça. Mais moi, je parle de la création humaine, artistique. Je peux faire un tout petit mot là-dessus, parce que le point que vous abordez sur minuit et 1h, ça rappelle aussi qu'au moment de lancement d'Internet, on en parlait tout à l'heure, mais les deux plus grands acteurs qui ont pris possession d'Internet pour informer, parce qu'on parlait du bien et du mal, puisqu'on parle des dangers, donc ça a été le Vatican et le porno. Ceux qui sont arrivés sur Internet, les premiers, pour pouvoir... ceux qui ont créé le Vatican s'est approprié Internet dès son arrivée pour mettre à disposition du contenu et pour évangéliser. Et en parallèle, le porno... peur, j'ai cru qu'il non, bien sûr, mais c'est pour dire le bien et le mal, grossièrement. Et donc ça, c'est intéressant, parce que ça montre qu'effectivement, il y a quelque chose. Donc, on prend possession et on s'en sert pour faire le bien ou pour faire le mal, si on a envie d'être un peu binaire. Mais derrière, les exemples que vous preniez pour les artisans, là, vous parlez d'exemples où éventuellement l'artisan se sert de l'IA pour son art. Oui. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'il continue à pratiquer son art, mais il peut se servir de l'IA pour automatiser des tâches qui lui faisaient perdre du temps hier au détriment de son art. Donc un sculpteur, un écrivain, un peintre qui n'est pas très bon sur les réseaux sociaux, qui ne sait pas relancer ses clients, qui perd un peu son temps dans les factures et tout ça. Mais ça, c'est la marchandisation, la marketing, comme on doit dire en français. Mais du coup, l'IA se met à son service pour lui faire gagner du temps. Mais oui. Sur attendez. Le peintre contemporain, lui, ce qu'il aime, c'est voir sa main peindre aussi précisément, par exemple, un œil de lynx. Et détendu. S'il est empêtré dans ses problèmes administratifs et qu'il ne gère pas bien son image sur Internet, il ne va pas être à sa séance de peinture. Encore une fois, c'est de la mercatique. C'est autre chose. C'est lui créer des conditions de travail agréables. Mais ce n'est pas les conditions de travail. C'est la suite de son travail. Ce n'est pas pareil. C'est le résultat. Que vous soyez venu à pied au studio ou en métro, vous n'avez pas moins de mérite parce que vous n'avez pas marché et pas sué. Là, si c'est un auxiliaire, c'est intéressant, c'est très intéressant. Non, mais que le but, c'est pas le but ultime, mais que vous vendiez mieux. Mais ça, c'est encore une fois du commerce. Bien sûr. C'est pas les meilleurs qui vont travailler mieux. Comme Hubert Beuve-Méry qui disait à ses journalistes au Monde, faites chiant. Vous pouvez aussi demander
à votre IA. Il ne s'agit pas de faire... D'abord, un artiste... Non, ou complètement impopulaire. Fais-moi un contenu indigeste. S'il veut faire du commerce, ma foi, mais c'est pas ignoble. Hein. Voilà, après tout, il vivra peut-être très bien, je sais pas moi... Oui, mais vous pouvez demander de faire justement un livre qui ne se vendra pas. Ça peut être aussi une demande. Hein. Non, mais c'est une demande recevable. Moi, on me dit toujours, je sais pas, écrit là-dessus, ça va plaire. Mais je m'en fous. Ce que je veux, c'est plaire, que ce soit moi qui plaise. C'est-à-dire qu'avoir des lecteurs qui m'aiment parce que je suis unique. Non, mais là, parce que je ne triche pas avec moi-même. Ouais. D'abord, si vous n'êtes pas sincère dans votre art, ça vaut pas grand-chose. Ça veut dire qu'on peut la photocopier, votre œuvre, si c'est pas vous. C'est-à-dire que vous vous adaptez à ce que vous demande le public, il ira voir un autre qui le fait mieux que vous. Bien sûr, mais... Alors que vous, ce que vous faites de mieux, personne d'autre peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais vous savez, vous avez des auxiliaires. Jules Verne, sans les documentations sur l'océan et machin, il n'y aurait pas eu de Jules Verne. Donc un vous avez peintre qui va chercher des belles photos d'animaux pour pouvoir les reproduire, l'œil du lynx, etc. Ça, c'est un outil. Oui. Mais encore une fois, c'est pas ça sa création. Sa création, c'est quand même sa main. Et si vous demandez à ChatGPT alors je sais même pas comment dire, de vous fabriquer une espèce de toile. En fait, c'est plus de l'art, c'est de la photo. Mais c'est pour ça que mon propos était de laisser l'artisan libre d'agir dans son art et être soulagé en parallèle pour quelqu'un qui aurait envie de vivre de son art. Parce que c'est valable pour tous les métiers. Moi, si par exemple, on parlait de création et de l'art. Si demain, je sais pas, alors l'intelligence artificielle est capable de remplir ma feuille d'impôt toute seule, tant mieux. Bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire. Oui, c'est toujours un peu chiant. C'est toujours un peu chiant parce qu'il y a toujours des trucs qu'on ne comprend pas sur le Tibet. Si vous avez le moindre truc qui sort des cases, un meublé ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'on vous demande si c'est professionnel, si ça l'est pas, si c'est fait depuis longtemps. Enfin bref, il y a toujours des trucs qu'on ne voit pas et ils vous demandent tout un tas de papiers pour le justifier. Si tout ça, je peux m'en débarrasser, je préfère me payer un bon comptable. Hein. Mais c'est plus cher. Et il ne sera pas disponible à 3h du matin quand vous serez disponible. On peut aussi télécharger. Il peut m'expliquer. On peut aussi télécharger le PDF avec une petite IA. Le cochon. Il n'y a pas de raison qu'il y ait vous qui allez voir la cochonne. Non, PDF, ça veut dire quoi ? C'est printable document. C'est un acronyme anglais. C'est partie de la France, moi, PDF. C'est pas le Puy de France. Non, PDF, pour moi, c'est partie de la France. Donc danger, certes, mais effectivement, il y a des bonnes choses à tirer de toute innovation, bien sûr. La prudence, c'est de se dire, oh là là, est-ce que je vais me faire dévorer par ce nouveau monstre ou comment je peux m'en servir ? Mais l'exemple de la bombe atomique, c'était le bon exemple. Toute innovation poussée par la conquête de l'espace, énormément de choses ont été créées. Il y a eu des déclinaisons dans le monde civil et des déclinaisons dans le monde militaire. Et le parallèle, c'est que si vous n'embrayez pas sur la bombe atomique, si vous ne maîtrisez pas l'atome, vous n'êtes plus un pays. Donc, moi, je préfère la boire. Là, si vous ne maîtrisez pas l'IA, vous êtes mort. Oui. Et un pays qui délaisserait l'IA serait exclu de l'histoire. Je ne suis pas totalement naïf. Non, mais ça, bien. Ça, je trouve que c'est une merveilleuse conclusion. Je vais vérifier sur ChatGPT. Je pense que, encore une fois, ce monde-là, c'est inéluctable. Si c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme la bombe atomique, effectivement. Si c'est pas nous qui la faisons, elle sera faite par d'autres. Et puis, c'est comme le désarmement. Si tout le monde commence en même temps encore, mais s'il y en a un, deux, qui dit qu'il y en a pas un qui va la garder en cachette, la bombe. Et vous la envoyez sur la figure. Voilà. Donc, c'est vrai. Mais là où, en revanche, je trouve que c'est abusé, c'est quand c'est l'homme qui doit s'adapter à la machine. Qu'on le fasse, je dirais, naturellement, comme on monte maintenant dans une voiture. Enfin, on ne monte plus en voiture, maintenant on descend, parce qu'il faut s'asseoir bas. Avant, on montait en voiture, maintenant on descend en voiture. Eh bien, c'est normal, puisque c'est l'évolution, mais très lente des choses. Ça, il a fallu 100 ans. Bon. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'on va nous gaver de l'intelligence artificielle et que ça va être à nous de dire « Ah, vous serez des abrutis si vous n'avez pas, je ne sais pas moi, fait appel à
je ne sais pas moi, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que pour l'instant on parle que de chat GPT, mais il n'y a pas que ça. Pour ne pas subir, cette année il y a une école qui s'appelle 1806 qui s'est créée pour former des ingénieurs de demain dans la maîtrise de l'intelligence artificielle, pour effectivement ne pas être dépassé, pour savoir s'en servir, pour savoir faire face aux autres ingénieurs des autres pays et préparer le monde de demain. Donc il faut aussi prendre le train en marche pour revenir sur notre vieille... On est bien d'accord, mais je reviens toujours à des exemples très concrets. Je ne crois pas que ce soit un progrès de demander à tout un chacun de faire soi-même sur une espèce de machinerie, parce que je ne vois pas comment appeler ça autrement, quelque chose qu'une personne peut faire aussi. C'est le double choix. En vous expliquant des choses très simples. Ce que je regrette, c'est le manque de contact humain dans une société déjà déshumanisée. C'est-à-dire qu'on rajoute de l'inhumain à l'inhumain. Encore une fois, moi, je comprends très bien que de futurs médecins disent, écoutez, monsieur Deloy, voilà, j'ai toutes les données, je les mets, c'est un peu basique, on a l'impression de parler comme dans les années 50, on met une feuille dans une machine perforée, et puis au bout de 5 minutes, elle vous rend tout un diagnostic, mais maintenant, c'est possible. Bon, très bien, mais ça, je comprends très bien. Mais il y a quand même le médecin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais combien aujourd'hui vous disent que le médecin est déshumanisé ? Donc, c'est complexe. Mais pour d'autres raisons. Oui, bien sûr, c'est encore autre chose. Mais la question n'est pas de remplacer l'homme. Il se trouve que par nature... alors, Alexandre, c'est limite. Bien sûr, mais par nature, on simplifie des tâches et donc... Il y a des métiers qui disparaissent au profit d'autres. C'est-à-dire que les hommes vont travailler à d'autres emplacements dans la chaîne de production économique. Donc, à l'œil, c'est assez désagréable parce qu'on en voit disparaître. Et on en voit disparaître et on ne voit pas encore forcément les métiers de demain. C'est passionnant. Donc, nous arrêtons là l'émission. Prochaine émission, le jeudi 2 octobre. Vous écoutiez Le Bal des Facétieux. Bonne soirée. N'ayez pas peur.